je pense qu'il est diabétique. Alors, le mari diabétique, pour expliquer par rapport au mot psychique, il y a le siège des émotions. Si c'est le siège des émotions, alors je peux expliquer que le soma, c'est-à-dire son corps, peut exprimer cette humeur parce qu'il est en position, parce qu'il est marié et puis il est dans l'ambiance qui crée la jalousie. OK. Marc? Marc comme un homme? Marc Elsen? Tu es sur mute, Marc. Marc, tu dois activer ton micro. Marc, tu dois activer également le micro. Mark, your mic is on mute. Okay, great. C'est activé maintenant? Ok, là c'est bon. Oui. Oui, je suis avec vous. Il est là. Tu n'as pas entendu la question? Non, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Oui, Marc, je disais, pourquoi d'après vous, un homme qui vient découvrir qu'il fait du diabète peut devenir presque subitement grincheux, suspicieux et il doute que sa femme le trompe? Ben, je dirais que ce qu'il y a avec le diabète comme maladie, ce qu'il y a de commun avec le diabète comme avec toutes les maladies chroniques, donc c'est une maladie dont le patient a et il ne va pas guérir, il doit apprendre à vivre avec. Donc dans le cas du diabète, qui est une maladie qui affecte non seulement le corps, à savoir le métabolisme, mais également l'esprit. Donc, comme le diabète affecte l'homme dans son mental, et il va avoir un sentiment d'impuissance. Donc, son estime de soi va diminuer. Il va ressentir comme si vis-à-vis de sa famille n'est plus attirant comme il était dans le passé. Donc là, il va avoir l'impression que la femme n'a pas les mêmes sentiments qu'autrefois. Donc là, ça peut le rendre un petit peu mal à l'aise. Le problème qui va arriver dans ce cas, c'est que l'homme va créer, le malade, il va créer toute une panoplie de pensées qui va alimenter son état. Sa méfiance. Oui, une certaine méfiance. Ok. Très, très bien. Très, très bien. Merci, Alexa. Merci, Marc. Donc, lorsque le corps est en panne, l'esprit aussi en souffre. Et lorsque, par exemple, vous avez de la peine, qu'est-ce qui arrive à votre corps? Ou lorsque vous avez peur, comment réagissez-vous? Comment le corps réagit-il lorsque vous avez peur? Et quand on a peur, il y a une série de mécanismes de défense qui va se mettre en place. Il va y avoir activation du système sympathique. Donc, avec la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline, donc, tout le corps va être en alerte. Le moindre bruit et la moindre vision de malheur, ça va ébranler tout le corps. Absolument. Le système va entrer à une période, je dirais, d'alerte d'alerte générale. Oui. Très bien. Alerte générale,
prêt à se défendre à n'importe quel malheur. Okay. Maintenant, vous êtes convaincu que le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. On ne peut pas les séparer. Le corps et l'esprit constituent ce que nous appelons l'individu. L'individu, dans sa dimension idiosyncratique, ça veut dire il n'y aura jamais, jamais à travers l'histoire de l'humanité de Michel Morse. Jamais. Vous pouvez vous mettre à chercher une deuxième Michel Morse de par le monde, vous n'en trouverez pas. La dimension idiosyncratique de l'individu. Jamais deux qu'ici. Jamais. Même les jumeaux, les vrais jumeaux, les monozygotes, par quoi se différencient-ils? Par quoi se différencient les jumeaux monozygotes, s'il vous plaît? Jean-Paul? Pourquoi se différencient les monozygotes, les jumeaux monozygotes? Jean-Paul, tu es sur mute. Ton micro est fermé. Je disais que physiquement, ils peuvent se rassembler, mais la psyché, c'est toujours différent parce que la conscience, c'est personnel. La conscience, l'état d'esprit, c'est toujours différent. OK. Au point de vue physique aussi, c'est que ils n'auront jamais les mêmes empreintes digitales. Jamais. Oui. Je sais. Jamais les mêmes empreintes digitales. Donc, tout ça pour dire que l'individu est unique. Mais, ma question pour vous maintenant, comment l'individu devient-il une personne? Comment cet être unique devient-il une personne? Qu'est-ce qui le rend personne? Comment l'individu devient personne? Oui, c'est médecine sociale. Son approche, aspect de Je n'entends pas bien. Si on parle en Désolé. Prière de se mettre sur mute si vous n'avez pas à communiquer, s'il vous plaît. Oui, à la fin. Thank you very much. Malheureusement, délégation haïtienne n'a pas de visa. Il y a 13 haïtiens, 3 professeurs haïtiens. Jusqu'à 15, mais il y a 13 également. Je fais la ligne. Nous sommes obligés de pas faire l'état. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Oui, Marc, si tu as quelque chose à dire, peut-être tu peux le taper dans le chat parce que c'est vraiment difficile à entendre. Normalement, tout le balai, oui, c'est après 3, c'est pas haïtien. Et depuis 7 ans, il me balai de faire. L'année dernière, il est toujours entré. L'année dernière, les 6 juillet à Técnaro, les étrangers étaient finis.
Anglais, français. Mais surtout français. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre. L'anglais. Parce que quand tu l'Amérique, moi, je OK, merci tout le monde. Merci tout le monde, s'il vous plaît. Il faut suivre les consignes. Si vous n'êtes pas en train de parler, il faut laisser votre microphone sur silence. Il faut placer vos microphones sur silence. Merci beaucoup. Pierre-Eddy. OK, merci. Brendan, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu sais, ce que tu comprends de ce qui fait de l'individu quand est-ce que l'individu devient une personne? Brendan, est-ce que tu nous écoutes? Okay. Sonny? Sonny? Êtes-vous là? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là. Alors, On OK. est là. C'est une question vraiment difficile. Difficile. OK. Très bien. Très bien. OK. Lorsque nous naissons, nous arrivons au monde au milieu de deux êtres, un homme et une femme. Pas vrai, ça? Oui. Nous les appelons papa et maman. Nous découvrons pas trop loin de nous que nous avons un ou deux grands-pères, une ou deux grands-mères. Nous avons des oncles, des tantes. Nous avons des cousins. Nous avons des cousines. Et nos premiers pas dans l'humanité sociale, comme j'aime bien dire, ces premiers pas, nous les faisons à l'intérieur du foyer. De qui apprenons-nous la langue? Nous apprenons la langue de nos parents. Jean-Paul va dire bonjour. Maramutse en Kinyarwanda. Maramutse. Maramutse qui veut dire bonjour. Oui, c'est ça. Maramutse, yeah. Maramutse. Maramutse. Et ses parents le lui ont appris. Les premiers mots que nous prononçons sont ceux que nos parents nous ont enseignés. Les parents nous préparent à la socialisation. Nous apprenons à être propres. Nous apprenons à nous
tenir à table, nous apprenons à manger selon la coutume de notre société, de notre famille, mais c'est à l'intérieur de la famille que ce processus de socialisation commence. C'est là aussi que nous apprenons les préjugés. En grandissant, nos parents nous imposent ou nous inoculent leurs préjugés. Nous apprenons à socialiser. Mais la socialisation ne reste pas là. Lorsque nous sommes prêts pour l'école, nous découvrons que nous sommes exposés à des enfants différents de nous. Nous sommes exposés à un autre milieu. Nous devenons un peu moins le centre de l'attention que nous avons été dans la maison. Nous apprenons maintenant à recevoir des coups de la part d'autres enfants. Nous apprenons aussi à rendre des coups. C'est là que se forment les interactions. Nous devenons des êtres de plus en plus de société. Nous apprenons à nous retenir. Nous apprenons aussi à nous exprimer, à exprimer nos besoins, nos demandes. Mais nous apprenons aussi à tenir compte des autres. Et c'est là que ce processus de socialisation continue jusqu'à ce que nous parvenions à l'âge adulte. La société nous forme. La société nous prépare. Et c'est là que, par exemple, certains parlent de nature, nurture, etc. Ce qui nous est inné, ce que nous recevons de l'environnement, etc. Là, nous apprenons à devenir des êtres de société. Je voudrais prendre le temps d'insister avec vous sur le rôle de cette société. Est-ce que cette société est une personne? Non. Est-ce qu'elle a une figure particulière? Non. Mais elle est capable de nous faire sentir non seulement comment nous devons être, mais aussi comment nous devons nous conduire. Voilà pourquoi la société a un rôle de régulateur, un rôle de pourvoyeuse de sens et un rôle de contrôle. Regardons d'abord la société comme celle qui donne sens. Chaque culture, chaque société a sa symbolique. Et c'est quoi la symbolique? La symbolique, c'est l'ensemble de ces codes, l'ensemble de ces symboles, l'ensemble de ces signes. Il y en a qui sont universels. Un drapeau est universel. Mais nous avons des gestes que nous faisons pour communiquer et cela fait partie de ce que j'appelle ce grand réservoir de sens où nous allons puiser non seulement des éléments de communication, mais aussi des éléments de compréhension par rapport à ce qui nous arrive. La société définit la maladie. Voilà pourquoi on parle de maladie, et un anthropologue nous enseignait que toute maladie est une construction sociale. Nous apprenons à être malades. Nous ne sommes pas malades comme nous voulons. Un exemple. Il sera beaucoup plus facile pour une jeune fille en Haïti d'avouer qu'elle a mal à la tête ou d'avoir à avouer en public qu'elle a sa menstruation. Les filles haïtiennes, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que je me trompe?
Est-ce que je me trompe? Non? Non. Non, merci. Non, pas du tout. Oui, merci. La société nous apprend à être malades. Nous ne sommes pas malades comme nous voulons, quand nous voulons. Non, non. Des fois, dans certains contextes, nous n'avons même pas le droit d'avouer que nous sommes malades, sous peine de faire face à ce que j'appelle la pression de la société. Donc, la société définit ce qui fait sens pour nous ou pas. Et c'est dans ce même sens aussi que les sociétés établissent la notion de normal et d'anormal. Ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. Ce qui fait sens ou qui ne l'est pas. Qui est fou ou qui ne l'est pas. Parce que tout est défini à partir du sens. La société joue aussi un rôle de régulateur. Comment elle fait pour réguler? Elle définit comment nous devons nous comporter. Un exemple, je prends par rapport à la culture haïtienne, et ce que j'en sais aussi un petit peu sur le Rwanda. Les jeunes gens, lorsqu'ils commencent à se fréquenter, une jeune fille n'a pas le droit d'avouer ouvertement son amour à un garçon. Où est le problème? Il est là. Certaines personnes ne le verront pas. Oui, vous vous sentez amoureux de quelqu'un, vous le lui dites. Mais dans la société haïtienne, je pense que Jean-Paul, corrige-moi si je parle mal, c'est à peu près pareil pour le Rwanda, où j'ai travaillé pendant quelques années comme consultant en psychotraumatologie autour du génocide. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Ouais. Aux États-Unis, c'est plus ouvert. En Europe, c'est plus ouvert. On l'accepte. Mais une jeune fille qui a le malheur d'avouer sa flamme à un jeune homme, elle perd à peu près 50% de sa valeur aux yeux de ce jeune homme. C'est un gros risque qu'une jeune femme, une jeune fille en Haïti prendrait. Mais où est-ce que nous avons appris cela? Certaines fois, les parents nous le disent clairement. Mais certaines fois, on nous le fait comprendre que ce n'est pas trop bien vu, etc. Et on entre dans l'erreur. On apprend la règle. Nous sommes portés à suivre les règles que la société nous impose. Très bien. Ce rôle de régulateur. Mais aussi, la société a cette capacité de contrôle. C'est-à-dire, nous avons étudié en sociologie avec Peter Berger, dans Invitation to Sociology, et il dit que la théorie du contrôle social, c'est l'ensemble des mesures, les unes plus coercitives que les autres, qu'une société se donne pour garder ses membres dans les rangs, pour que tout le monde se conforme à ce que la société propose comme ligne de conduite. Et la forme de contrôle social la plus violente, c'est la contrainte physique. Par exemple, la société donne à certaines personnes le droit d'utiliser la force physique, sans excès naturellement. C'est la police, l'armée. Lorsque nous sommes victimes de la violence policière, cette même société s'arrange pour couvrir ceux à qui elle a donné l'autorité d'utiliser la force physique. Mais elle n'emploie pas toujours la force. Elle emploie d'autres moyens plus subtils de contrôle.
Par exemple, la société utilise comme moyen de contrôle la stigmatisation, la moquerie. La stigmatisation, c'est le meilleur moyen pour la société de garder certains individus, de garder ses membres, pour la société de garder ses membres dans la ligne, dans la ligne comportementale à garder, sous peine de se faire mettre de côté. Donc, la société a le devoir de contrôler ses membres sous peine de les voir, comme on dit, se dévier de la ligne et mettre la stabilité sociale en danger. Nous sommes sous le coup du contrôle de la société. Et, par exemple, même à l'intérieur des associations professionnelles, c'est encore la société qui contrôle. Le médecin ou le psychologue qui s'éloigne des règles éthiques acceptées par la société, les règles présentées par les associations professionnelles, il risque de se faire radier de l'ordre professionnel et de n'être plus investi de cette confiance et du prestige que la société offre à ceux à qui elle reconnaît une certaine notoriété. Donc, la société nous contrôle. Nous disions tantôt que la société fait sens pour nous à tout ce qui nous arrive. Et même la maladie, comme une construction sociale, n'est pas une affaire privée, ou est-elle totalement privée ou publique? Je ne sais pas si je peux avoir un élément de réponse. Est-ce que la maladie est une affaire privée? Est-ce que quand je suis malade, est-ce que ça ne regarde que moi? Non. Expliquez-moi s'il vous plaît. Parce que ça, dépendamment de la maladie, ça peut affecter vos voisins. Ah. La maladie n'est pas seulement une affaire privée. Elle risque d'affecter le voisin. Est-ce que tu veux parler d'une épidémie, etc.? Oui. Oui. Est-ce que c'est seulement quand il y a épidémie que la maladie est une affaire publique? Non. Non, ok. Quand est-ce qu'elle est encore publique? Par exemple, quelqu'un qui a un trouble mental. Ça peut affecter quelqu'un d'autre qui ne comprend pas ce que c'est un trouble mental. Très bien. Et quoi d'autre? Quand même, je dirais que d'abord, quand on est malade, et ceux qui sont premiers à affecter après nous, ce sont nos proches. Très bien, très bien. Ce sont nos proches. Très bien. Et la maladie également, donc si en français on dispose que de seuls mots pour la désigner, en anglais on peut avoir 3 mots. Donc, il y a la conception que nous-mêmes nous faisons de la maladie, la conception que la société s'en fait, et également la conception que le médecin a. Donc, notre compréhension de la maladie dépend de notre position. Par exemple, en anglais, il y a le disease, oui. Il y a l'illness et le sickness. Donc, je crois que pour le médecin, c'est le illness, comme il voit la maladie comme dérèglement d'une fonction physiologique, et alors que la société va voir la maladie comme un fait social. Et pour l'individu, donc, il voit la maladie avant tout comme, il voit la maladie comme il ne va pas bien, donc il voit la maladie comme
quelque chose qui le gêne dans ses activités. Ok, Donc, c'est ok, comme ça qu'il veut voir. ok. Arthur Kleinman parle de la maladie dans l'anthropologie, parle du disease comme un dérèglement mécanique, c'est-à-dire le corps qui a un malaise. Le corps qui a un malaise. Dans cette approche, c'est le fonctionnement mécanique qui est affecté. Tandis que lorsque nous parlons de illness ou de sickness, nous avons recours en général à l'approche sociale de la maladie. Et nous allons comprendre pourquoi. Lorsqu'un problème de santé, lorsque nous sommes exposés à un problème de santé, en tout premier lieu, qui donne sens? Qui est-ce qui cherche à faire sens à ce problème qui nous arrive? C'est le médecin d'abord? Lorsque nous avons un problème de santé, qui cherche à faire sens à ce problème? Est-ce que c'est le médecin d'abord? C'est nous-mêmes. Non, pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Lorsque nous avons un problème de santé, c'est l'entourage immédiat. Et l'entourage immédiat va chercher ce sens à l'intérieur de ce que nous appelons ce grand réservoir dans la symbolique sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsque nous avons un petit problème de santé, que disent nos proches tout de suite? Ah, ça doit être. Ah, ça doit être. Ah, ça doit être. Et ce ça doit être amène automatiquement une solution. Et cette solution n'est pas dictée par la science, mais elle est dictée par une coutume, par une tradition. Et dans certaines sociétés, les sociétés les plus traditionnelles, c'est la première démarche, nous le voyons en Haïti, c'est encore très fort, même dans la classe moyenne. Les gens ne vont pas voir le médecin en tout premier lieu face à un problème de santé. Ils ont recours, par exemple, à des infusions. Quelle infusion est bonne pour tel petit problème? Donc, la première démarche, c'est exactement la réponse que la société apporte. Et c'est justement cela qui fait que chaque maladie est comprise, est approchée par la société selon ce que nous appelons un modèle explicatif. Le modèle explicatif est fondamental, les amis. Parce que chaque personne affectée par une maladie amène avec elle une perception, une compréhension de cette maladie qui ne lui vient pas par pure inspiration, mais une explication, une interprétation, une approche qui lui est dictée par la société à partir de ce modèle. Le modèle explicatif. Par exemple, ici en Haïti, notre modèle explicatif de la maladie se rapproche beaucoup de nos traditions ancestrales liées proches du vaudou. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes cardiovasculaires, qui a des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Le premier réflexe, ce n'est pas de dire que c'est peut-être un problème de rein, c'est pas un problème de cœur ou un problème de rétention d'eau, etc. On va penser, par exemple, à un éventuel sort qui nous a été envoyé par le voisin ou par celui avec qui nous avons eu une prise de bouche, etc. Et les gens ont du mal à croire qu'il y a une réponse qui n'est pas forcément celle dictée par le modèle explicatif. Donc, tout cela pour nous dire que quand on parle de la maladie comme une affaire privée, c'est très loin d'être privé parce que même le sens que nous apportons à cette maladie
nous est pourvu par la société. Vous allez m'excuser, ils font des travaux à l'hôpital, voilà pourquoi vous allez entendre ce bruit une fois de temps en temps. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? On est là, Père. On est là. C'est très bruyant en dessous de mon bureau. Ils font des travaux de rénovation. On va profiter un petit peu de ce qui nous laisse comme silence. Et je dis, c'est encore cette même société qui contrôle la réalité de la maladie et qui a défini, qui a classifié ou qui a classé les maladies en deux grandes catégories. Les maladies honorables et les maladies honteuses. Qui peut définir pour moi les maladies, ce que c'est une maladie honorable et une maladie honteuse? Une maladie honorable et une maladie honteuse. Je pense que souvent, le cancer, on l'appelle comme une lutte. Yeah. Et celui qui est affecté par le cancer, c'est honorable parce que c'est celui qui lutte contre cette maladie. Et souvent, les maladies qui sont honteuses sont celles qui sont, par exemple, les maladies sexuelles comme c'est quelque chose qu'on voit comme c'est la faute de celui qui a cette maladie. Et ouais. Très bien, Anna, merci. C'est vrai. Les maladies honorables sont celles que nous sommes toujours fiers d'annoncer. C'est ces maladies qui nous valent de l'empathie, de la sympathie des autres. Quand nous développons une maladie dite honorable, nous recevons de belles cartes Get Well Soon pour un rétablissement. Nous recevons des fleurs. Les amis viennent nous apporter, par exemple, des gadgets électroniques pour nous aider à tuer le temps. Nous avons le support de l'entourage et tout le monde est fier de contribuer à notre retour à la santé. Les maladies honteuses. Les maladies honteuses sont celles qui nous valent la réprobation de la société. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes jugés lorsque nous développons ces maladies que nous appelons des maladies honteuses. Et remarquez, les maladies honteuses sont celles qui ont un lien surtout à leur capacité de contamination. Les maladies qui créent chez nous la peur. Par exemple, le VIH a une composante de stigmatisation importante parce que la réprobation morale autour de ça fait que la société est portée à juger ceux qui développent, par exemple, le VIH pour en faire des personnes dépravées sexuellement. Et on pense même que cette maladie est comme le résultat d'une punition que nous recevons pour n'avoir pas été fidèles
pour n'avoir pas pratiqué l'abstinence, etc. Donc, nous sommes exposés à cette stigmatisation, d'abord à cause de la peur qu'il y a autour de la maladie, mais aussi à cause du jugement que la société impose sur ceux qui développent ces maladies-là. Donc, les maladies honorables, nous sommes fiers de les annoncer, même presque par la radio, à la télévision, mais les maladies honteuses, nous sommes portés à tout faire pour les cacher parce que nous sommes exposés à la stigmatisation, à la réprobation de la société, et cela nous mettrait mal à l'aise. Nous allons maintenant faire un retour dans l'histoire pour voir que les maladies que nous développons, certaines maladies que nous développons n'ont pas toujours existé. Elles sont apparues avec le niveau de ce que j'appelle, entre guillemets, l'évolution des sociétés. Commençons avec les sociétés primitives. À l'ère paléolithique, c'était le nomadisme. C'est-à-dire, les gens devaient, les habitants les groupes sociaux devaient marcher beaucoup. Pourquoi? Parce que ils vivaient en ce temps-là de la chasse et de la cueillette. Ils mangeaient ce que les arbres donnaient et chassaient pour pouvoir se nourrir. Mais qu'est-ce que cela faisait? Cela faisait qu'ils arrivaient à quelque part, ils colonisaient l'endroit, ils consommaient tout ce qu'ils pouvaient y trouver, mais une fois que la nourriture disponible était épuisée, ils devaient marcher beaucoup pour s'établir ailleurs, pour pouvoir trouver à manger. Mais qu'est-ce que cela fait? Cela a créé des types de maladies propres à ce genre de vie. Par exemple, l'ostéoarthrose chronique était la maladie des gens qui marchaient beaucoup et qui s'exposaient à toutes sortes de climats, de toutes sortes de températures. Et l'espérance de vie en ce temps-là était dans la trentaine, ça ne dépassait pas 30 ans. Donc, les sociétés primitives vivaient du nomadisme, c'est-à-dire ils étaient constamment en déplacement, et cela créait des conditions de santé et de maladie particulières. Toujours dans l'Antiquité, la période néolithique, là, les gens commencent à changer d'habitude. Ils sont beaucoup plus stables, ils sont beaucoup plus sédentaires, ils s'installent à quelque part. Et quand ils s'installent, ils commencent à se rassembler. L'instinct grégaire, dont je n'ai pas beaucoup parlé au commencement de la présentation, fait que, par exemple, l'individu, pour se réaliser, pour se développer comme personne, a tendance à se mettre avec les autres. Mais la sédentarisation, c'est non seulement l'instinct grégaire, mais c'est un nouveau comportement dicté par les besoins du groupe social. Lorsque les humains commencent à se rassembler dans un endroit particulier, alors qu'est-ce que cela fait? Ils commencent à bâtir des villes, à bâtir des villages. Et les gens viennent s'agglomérer. Le groupe augmente en nombre. Et qu'est-ce que cela fait? Cela commence à imposer le problème de la surpopulation. On n'interdit pas aux gens de se regrouper. Mais vite, le problème de la surpopulation va se poser. Et la surpopulation va engendrer un autre problème. C'est le problème de beaucoup de besoins non satisfaits. On sait jusqu'à présent, par rapport à Malthus et tous ceux qui parlent du problème de la surpopulation, de la pression démographique, etc. La surpopulation va causer des carences, et ces carences alimentaires en particulier vont causer des maladies. La malnutrition, par exemple. On va commencer à avoir des cas de tuberculose. La sanitation commence à diminuer en qualité. On va avoir des eaux stagnantes.
le paludisme va apparaître, la polio va arriver, la rubéole, puisqu'on manque de bonne sanitation, on manque d'eau, etc. Et les diarrhées vont commencer à arriver, les enfants vont commencer à mourir en grand nombre, et cela va devenir des défis pour les populations et pour les villes, les villages, les villes, les métropoles, les mégalopoles, et ensuite pour les pays. Nous allons avoir aussi en boucle des épidémies, comme par exemple la grippe espagnole qui a tué en Europe des millions de gens. On a eu beaucoup de ces cas jusqu'au XVIIIe siècle, où, à partir de l'ère industrielle, l'industrialisation qui a commencé. Où est-ce qu'a commencé l'industrialisation, les amis? Où est-ce que l'industrialisation a commencé? En Angleterre? Merci. Oui, en Angleterre. En Angleterre, merci. Au XVIIIe siècle. Nous voilà rendus maintenant à l'ère industrielle. L'Angleterre est le pays pionnier de cette industrialisation. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'ère industrielle amène ce qu'on appelle les manufactures, les factories, comme on dit ici en Haïti. On commence à fabriquer beaucoup plus de produits, des produits de base, et on entre dans ce qu'on appelle l'ère de la consommation, qui va évoluer vers la surconsommation. Les gens laissent de plus en plus le monde rural. L'agriculture, qui était pratiquement la première source de création d'emplois, l'agriculture commence à se négliger légèrement. Et puis, on va passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture, à l'agro-industrie, où on va exploiter de grandes surfaces de terre pour pouvoir produire. Mais les gens laissent les campagnes et viennent s'entasser dans les villes. L'industrialisation remplit les manufactures de travailleurs, et ce sont des gens qui doivent bosser très dur, de longues heures, des fois plus de 8 heures, des fois plus de 10 heures par jour, des fois 12 heures. Et on sait que les conditions ne sont pas toujours idéales. L'aération, la qualité de la nourriture, etc. Les gens s'esquintent au travail. Mais c'est des ouvriers qui reçoivent le salaire minimum pour faire face aux besoins de leur famille. Qu'est-ce que cela crée? Cela crée des situations de sous-alimentation. Les gens ne mangent pas assez, ils ne mangent pas à leur faim. Et cette situation va aussi va amener la société industrielle, va amener son cortège de maladies. On commence à avoir des épidémies de typhoïde. Le choléra est arrivé. Ce matin, j'ai rencontré un jeune chercheur postdoctoral allemand qui est venu, qui est en Haïti depuis 2 ans, et il cherche à comprendre l'approche internationale de l'arrivée du choléra en Haïti, et comment la communauté internationale, les pays qui étaient en Haïti durant l'occupation militaire avec la MINUSTAH, comment ces pays-là pourraient réparer le mal qui est fait à la société. Parce qu'eux, ils disent, en Europe, ils ont éliminé le choléra, ça fait déjà plus de 150 ans. C'est vrai. Mais on va voir aujourd'hui, nous faisons encore face au choléra en Haïti, et cela n'est pas sans lien avec la situation des bidonvilles, où les gens s'entassent les uns sur les autres en Haïti, dans les conditions presque inhumaines. La tuberculose chronique est là, au XVIIIe siècle. Les gens travaillent dur, ils sont mal nourris, les conditions climatiques sont difficiles aussi. Et on voit tout ça, les gens commencent à mourir. Et l'espérance de vie est aussi affectée. On va voir cela jusqu'au XIXe siècle, où la situation va s'améliorer. Nous entrons maintenant au XXe siècle. Certes, on sait que la Grande Guerre, la Deuxième Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale
a décimé en quelque sorte un peu moins peut-être que la grippe espagnole, une bonne partie de l'Europe, mais à partir du XXe siècle, après déjà même après la Première Guerre mondiale, l'Europe est entrée dans la modernité. Modernité intellectuelle, la psychologie commence à être apparue, la médecine fait des progrès énormes, la technologie avance, etc. Nous voyons ce progrès. Mais n'oubliez pas que le progrès a un prix. Le progrès a un prix. L'évolution, le modernisme, la modernité, tout cela a un prix. Nous commençons après la Deuxième Guerre mondiale à voir apparaître des maladies chroniques. Les cas de cancer, de plus en plus, sont diagnostiqués. L'automobile est là. L'automobile est arrivée. De plus en plus d'accidents. Le stress lié à la performance, le stress lié par rapport aux attentes élevées, tout ça commence à créer beaucoup plus de cas de maladie mentale. Cela ne veut pas dire que la maladie mentale n'avait pas existé avant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de maladie avant. Mais le modèle de société, le stade d'évolution sociale que ces gens-là ont connu après la Deuxième Guerre, tout cela les a exposés à des cas de maladie mentale, non seulement en nombre, mais aussi en prévalence et en incidence. Donc, puisque on commence à produire beaucoup, l'agro-industrie a fait un boom de croissance, les gens commencent à manger trop. La suralimentation est connue comme un problème. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de documents, beaucoup d'articles, beaucoup d'études qui ont été réalisées sur le problème de l'obésité dans des sociétés comme les États-Unis. L'obésité est devenue un problème de santé publique. Beaucoup de gens ont un surpoids et cela fait partie des caractéristiques sociétales de la fin du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, au début du XXIe siècle où nous sommes. Le tabagisme existe aussi. Les gens commencent à fumer beaucoup plus. Même si je vois qu'il y a beaucoup d'efforts à être faits pour pouvoir réduire le tabagisme. En Haïti, heureusement, je trouve qu'autrefois, les gens fumaient un peu plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce que je vois. Les gens fument un peu moins. Mais le tabagisme existe. L'alcoolisme est là. L'alcoolisme est là. Et aujourd'hui, en Haïti, l'alcoolisme existe. Mais pour moi, il est encore plus inquiétant chez les jeunes. Chez les jeunes. Je vois beaucoup de jeunes qui prennent de l'alcool et on sait que l'alcool, les fins de semaine, à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche soir, ce que ça peut engendrer comme surconsommation avec tout ce que ça peut créer comme deuil, perte, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, à partir du XXe siècle, ces mêmes sociétés sont exposées à des stresseurs particuliers. Beaucoup de personnes connaissent ce qu'on appelle la faillite économique. Des industries, des compagnies font faillite aussi. Et cela crée du chômage, avec toute la pression que cela peut mettre sur les épaules des pères et des mères de famille. Le changement de rythme est connu aussi. La technologie envahit le monde du travail et beaucoup de personnes se retrouvent pratiquement inadaptées par rapport à ces changements et sont pratiquement mises de côté. On constate aussi que les gens autrefois qui étaient beaucoup plus stables, ils grandissaient dans un village, ils y restaient pour travailler, se marier, avoir des enfants, ensuite transmettre l'héritage familial et mourir. Aujourd'hui, depuis ce temps-là aussi, la mobilité sociale, la mobilité géographique devient beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Les gens voyagent beaucoup. Nous constatons, par exemple, cette déqualification du travail, où
Par exemple, un homme qui a travaillé pendant 25 ans comme forgeron se retrouve aujourd'hui avec moins de chances de trouver un emploi parce que les machines ont tendance à remplacer les êtres humains. Et cela crée aussi des frustrations. Un autre problème, c'est ce qu'on appelle par rapport aux maladies modernes, c'est l'éclatement des liens sociaux. L'éclatement des liens sociaux. Les mariages sont éclatés très vite. Aujourd'hui en Haïti, je n'ai pas les statistiques pour les États-Unis, mais en Haïti, aujourd'hui, 50% des mariages finissent dans le divorce avant 5 ans. Et comme prêtre, je suis porté à regarder ces choses-là de plus près parce que il y a des jeunes couples dont j'ai eu la chance de célébrer le mariage, etc. Et je les vois en pleine tempête après 5 ans. Et lorsque ces liens sociaux éclatent, les conjoints en souffrent, mais aussi les enfants. On sait aussi par rapport à la question de la pollution de l'air, la pollution des eaux, etc. Tout cela existe. On sait ce que, par exemple, maintenant on est de plus en plus conscient de ce que le plastique fait par rapport à la santé. On sait, par exemple, ce que le styrofoam fait, par exemple, à l'environnement. Nous sommes de plus en plus conscients de tout cela et nous regardons tout cela se passer pour nous dire que les sociétés développent les maladies avec leur niveau d'évolution, et je mets toujours cette évolution entre guillemets. Maintenant, regardons la maladie. Nous avons convenu, et c'est vrai, que ma maladie ne regarde pas que moi. Pourquoi? Parce que j'appartiens à une communauté. L'instinct grégaire qui fait de moi une personne me lie à d'autres personnes pour former la communauté. Et lorsque j'ai un problème de santé, cela non seulement me menace comme individu, comme personne, mais aussi le reste de la communauté est menacé. Dans la théorie des rôles sociaux, toujours avec Peter Berger en sociologie, il dit que le progrès d'une société est lié à la conjugaison harmonieuse, cohérente de ce que les individus, les personnes font à l'intérieur de ce groupe social. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une vieille dame qui préparait ce qu'on appelle de l'acassan en Haïti. L'acassan en Haïti, c'est un genre de purée pas purée, mais un genre de bouillie de maïs qui était très bon. C'était très bon. On mangeait cela le matin avec une banane, du pain, du beurre d'arachide. Et on allait à l'école. Mais il y avait une vieille dame qui s'appelait Grande Nini, Grand-Ma Nini. Et c'est elle qui préparait l'acassan. Et elle vendait cela le matin au moment où on était prêt pour le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Mais qu'est-ce que cela faisait? Cela faisait que ma mère et les autres mamans du quartier n'avaient pas besoin de se réveiller à 4 heures du matin pour pouvoir préparer tout ça. On n'avait qu'à aller l'acheter. Et lorsque Granini a commencé à entrer en âge, sa fille n'a pas voulu faire la même chose. Nous avons parlé de cette mobilité géographique, mais aussi de cette mobilité géographique, cette mobilité sociale aussi. Granini est morte, nous n'avons plus revu d'Akassan dans le quartier. Et aujourd'hui, la jeune génération de jeunes haïtiens, ils ne connaissent pas beaucoup l'Akassan. Ils ont été convertis au cornflakes. Ils ne connaissent pas ça. Mais c'est pour dire que lorsque quelqu'un de la communauté fait un travail, la maladie représente pour la communauté une perte en ressources humaines. Et c'est valable pour le mécanicien du village, c'est valable pour le médecin, c'est valable pour le notaire, etc. La maladie représente aussi une perte économique. Le parent qui travaille, il travaille pour pouvoir faire vivre ses enfants.
il a un emploi qui lui permet de gagner de l'argent. Avec cet argent, il peut participer à la société de consommation pour offrir à ses enfants et à lui-même, à son conjoint, à sa conjointe, les biens et services dont ils ont besoin. Donc, ne pas pouvoir s'acheter ces biens et services, c'est être en situation de vulnérabilité économique. Tout cela peut être créé par la maladie. Mais il y a aussi la maladie qui représente une perte sociale. Ce que j'entends par perte sociale, la personne malade est en général un professionnel, il est aussi membre d'un club, il est aussi membre d'une église, il a des amis, etc. Lorsque cette personne tombe malade, le groupe social est privé d'un de ses membres, les différentes associations sont privées d'un membre et cela représente une perte. OK. Donc, quelle doit être maintenant la réponse? Si la maladie est un problème social, si la maladie est un problème communautaire, la réponse doit être une réponse communautaire. Voilà pourquoi, devant la maladie, nous sommes appelés à un devoir de solidarité communautaire. Et cette solidarité communautaire, ce n'est pas d'abord au nom de la philanthropie, non. Ce n'est pas de la philanthropie comme un élément ou un élan de sympathie ou d'empathie. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas de la charité. Ce devoir de solidarité communautaire consiste à prendre des mesures pour que la communauté puisse répondre aux besoins de soins de santé chez un de ses membres malades qui, hier, était actif et était productif et contribuait au progrès de la communauté. Cette solidarité doit se manifester dans l'accès aux soins et services de santé. Nous l'avions dit, vous avez donné des réponses super intéressantes. Pourquoi ces pays comme l'Angleterre, le Canada ont fait de leur système de santé quelque chose de public et qui offre à tous cet accès aux soins et aux services de santé? C'est au nom de cette solidarité communautaire. La personne qui travaillait hier pour produire, pour avoir droit aux biens et services offerts par la société, elle a aussi contribué au développement de cette société. Donc, lorsqu'elle tombe malade, elle est dans le besoin, elle a besoin de soins et de services de santé. La solidarité communautaire appelle les dirigeants, appelle les responsables de la société à agir de telle sorte que personne ne soit privé de ses soins. Cette réponse au communautaire peut se manifester aussi en assistance sociale. Par exemple, que faut-il faire pour supporter quelqu'un qui a une maladie chronique et dont les enfants ont besoin de support? La société forme des individus. Les sociétés forment des individus dont elles ont besoin. Donc, les travailleurs sociaux sont importants pour aider à trouver des réponses sociales à des problèmes sociaux. Le support psychologique pour accompagner cette personne qui, par exemple, à cause de la maladie, voit son image corporelle se défaire, qui, à cause, nous l'avons dit, lorsque le corps est affecté, l'esprit aussi en souffle. Cette personne qui est sur le point de sombrer dans la dépression et même dans le suicide au pire. C'est les réponses communautaires. Et cela doit être là. Le support social, comment s'assurer, par exemple, que les familles vulnérables, j'ai été émerveillé de voir que ça fait quelques années de cela, dans le Massachusetts, les femmes enceintes plus vulnérables socialement parlant avaient droit à des fruits pour pouvoir leur garantir une grossesse harmonieuse, tant physique que psychologique, pour le développement harmonieux du fœtus. Le support social qui consiste à offrir aux personnes dans le besoin les services et les biens où elles ont besoin pour pouvoir continuer à vivre.
Dans la maladie, le support spirituel aussi. La spiritualité ne signifie pas simplement la religion, mais cette capacité de se tenir auprès des personnes qui ont besoin de faire sens à ce qui leur arrive et de rattacher leur expérience de la maladie par rapport à l'absolu. Donc tout cela fait partie de cet ensemble de services qui constitue, moi, ce que j'appelle la réponse communautaire à un problème communautaire qu'est la maladie. Donc, on constate que lorsque ce soutien social manque aux personnes dans le besoin, c'est pas seulement la société, l'individu qui en souffre, mais la société aussi est menacée. Les statistiques ont montré que, par exemple, les personnes sans support social, comme les veuves, d'ailleurs, on parle de stress life unit pour les unités de stress par rapport à du stress dans la vie, on constate que le veuvage, la mort du conjoint, est l'un des éléments les plus stresseurs dans la vie, les plus stressants de la vie de l'individu. Le veuvage. Le divorce aussi est dévastateur parce qu'il y avait un projet qui s'est effondré et les deux personnes en question ainsi que les enfants vont payer les conséquences, vont faire les frais de cette situation. Les personnes divorcées, les personnes séparées. On a découvert que les gens célibataires, les gens séparés, les gens seuls vivent moins longtemps que les gens en couple. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de substitut à cette réalité de la vie à deux. Ces gens-là ont tendance à développer une surmortalité, et ceci quel que soit l'âge ou la cause du décès. Par contre, on va voir que l'éclatement des liens sociaux, on a parlé du divorce, la perte ou la séparation d'êtres chers comme la mort des autres. Mais par contre, on a constaté que les gens qui ont une présence, qui sont supportés par le conjoint, par les parents, par la famille, qui ont des amis autour d'eux, qui ont des collègues pour pouvoir les aider à faire face à des situations difficiles, on constate que ce support-là peut avoir des bénéfices importants par rapport à leur santé. Et ceci c'est un problème qu'on doit regarder de plus près parce que les gens meurent beaucoup plus de l'isolement social, ils meurent beaucoup plus du stress que de la maladie physique parce que la maladie physique appelle à cette solidarité. Et lorsque cette solidarité ne répond pas, lorsque cette solidarité n'est pas au rendez-vous, ces personnes-là sont affectées encore plus par la situation et leur risque de perdre leur vie, de mourir de tout cela est beaucoup plus élevé. Alors, ce modèle communautaire dont nous parlons aujourd'hui est ce même modèle que nous avons promu à Zami la Santé à travers ce que nous appelons le modèle d'accompagnement. Nous l'avons conçu à partir de cette situation où l'État est presque retiré du système de santé, où le gap, le fossé entre l'accès aux soins et la maladie est tellement grand que Zami la Santé a fini par développer, avec l'intuition de Paul Farmer et autres, cette approche où on choisit de mobiliser au nom de cette solidarité communautaire des membres d'une communauté pour les former par rapport à la réalité de la maladie, les former à mieux comprendre certains symptômes, les former aux valeurs éthiques pour pouvoir transformer ces personnes en des accompagnateurs où ces gens-là se mobiliseront pour se tenir proche de la personne malade et lui apporter le soutien dont elle a besoin pour passer à travers ce moment difficile. Quel est le profil de l'accompagnateur tel que nous l'avons conçu dans le système Zami la Santé? Ce n'est pas quelqu'un qui va jouer au docteur ou à l'infirmière. Non,
c'est quelqu'un qui a un minimum en lecture, en écriture. C'est quelqu'un aussi qui peut se reconnaître ou à qui est reconnu un certain leadership communautaire, c'est-à-dire la personne a une certaine signifiance de la société. Si elle parle, on va l'écouter. C'est quelqu'un aussi qui doit être d'une moralité sûre, parce qu'on ne peut pas exposer des personnes vulnérables à cause de la maladie. On ne peut pas exposer ces personnes-là à un danger plus grand, un danger plus grand quand ils sont au contact de certaines personnes qui ne sont pas moralement préparées pour leur apporter cette solidarité dont ils ont besoin. Il y a aussi la dimension de la non-partisanerie politique. Je suis toujours porté à faire comprendre, et surtout aux résidents, aux médecins haïtiens, aux prêtres aussi, je le rappelle souvent, notre travail dans la santé fait de nous, au service d'une communauté, des gens apolitiques. Apolitiques dans le sens où nous n'avons pas le droit d'afficher une partisanerie politique, parce que ici en Haïti en particulier, les gens sont très sensibles à ces deux réalités. Ils font ces deux choses avec leur tripes. C'est la politique et le soccer, le football. Donc, le médecin qui s'afficherait en faveur d'un groupe politique, en faveur d'un gouvernement, etc., risque de se faire soupçonner de cette partisanerie et sera automatiquement perçu comme un ennemi. Donc, on s'arrange pour que cet accompagnateur, ce leader communautaire qui représente, qui incarne cette solidarité communautaire dont nous parlons, que ce soit une personne qui soit au-dessus de toutes ces considérations particulières. On a démontré que l'approche communautaire, par rapport au coût que cela entraînerait, par exemple, pour les hospitalisations, on a démontré que le rapport coût-efficacité est là et les décideurs au niveau national dans ces pays, dans les pays en développement comme Haïti, devraient comprendre l'importance de tout cela. Et de plus en plus, je vois que le gouvernement, le ministère de la Santé est porté à former ce qu'on appelle des agents communautaires polyvalents pour les aider à assurer cette présence au niveau du milieu rural où la population est dispersée et pratiquement exclue du système de soins de santé. Pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur cette réalité anthropologique où la personne a plusieurs dimensions et si le médecin ne tient pas compte de ces diverses dimensions dont on ne peut séparer la personne, si le médecin ne tient pas compte de cette dimension-là, il risque de passer à côté. Pendant longtemps, on a vu avec les progrès de la médecine qu'il y a eu beaucoup plus de machines, des appareils, des CT scans, etc., pour pouvoir aider à renforcer l'acuité diagnostique des maladies. Mais on a aussi constaté que ces appareils ont aidé à éloigner le médecin du patient. Et le docteur Yves Brigeant a écrit un très beau livre que vous pourriez trouver sur Amazon probablement. Le titre du livre, c'est L'expérience dépressive. L'auteur, c'est le docteur Yves Brigeant. C'est publié chez Desclés de Brouwer. C'est très bon. Il parle dans le livre, il parle d'objectivation de la maladie, où le patient vient, il dit qu'il a mal à la tête, le médecin lui donne un cachet. Alors que le patient veut dire, docteur, j'ai mal à ma tête. C'est pas j'ai mal à la tête, j'ai mal à ma tête. Ça veut dire j'ai un problème qui résonne dans ma tête. Et comprendre quelqu'un qui a un problème qui lui résonne dans la tête et comprendre quelqu'un qui a un mal de tête, c'est pas pareil. Donc, l'OMS, en promouvant la dimension tripolaire, bio-psychosociale, comme une réponse à la montée des maladies de la civilisation, tout cela est une réalité qu'il nous faut toujours prendre en compte.
Mais aujourd'hui, cette approche biopsychosociale est l'une des meilleures réponses qu'on puisse apporter en traitant la maladie par ce qu'on appelle la perspective des soins au pluriel. C'est pour nous la chance de mieux comprendre l'être humain dans sa complexité, mais aussi de lui offrir un traitement qui soit beaucoup plus intégral et lui permettre de recouvrer la santé comme l'un des biens les plus précieux que nous avons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Eddy. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Et si vous avez aimé, j'aimerais entendre Ewa. C'est pour dire merci, c'est pour dire qu'on a aimé. Ewa, Père Eddy. Merci. Est-ce que vous voulez-vous apprendre le Ewa? Ewa. 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 Ewa, Père Eddy. Ewa, Père Eddy. Ewa, Père Eddy. Merci beaucoup, merci. Et un très, très bon timing, comme toujours. Une très bonne présentation, une présentation très riche. Et j'espère que vous avez bien assimilé, très chers amis, les informations partagées par le Père Eddy. Et j'espère également que vous avez des questions ou des suggestions à faire parce que nous voulons avoir vos feedbacks afin d'améliorer. Tout à fait. Afin d'améliorer le contenu du cours. Alors, Ewa, encore, chers amis, c'est pour dire merci, c'est pour dire félicitations, c'est pour exprimer sa joie et son contentement. Donc, Ewa, c'est pour remercier le professeur. Il y a Samantha qui me demande de dire Ewa en anglais. Ewa, c'est Ewa. Ewa, Père Eddy. Ah, ok, merci. Ok. S'il y a des questions, nous sommes à 3 minutes de la fin de l'heure réglementaire. Donc, si vous avez des questions, nous allons donner jusqu'à 5 minutes pour prendre les questions. Donc, les premières questions sont la bienvenue. Les questions, s'il vous plaît. Les questions, s'il vous plaît. Il y a l'assistant professeur Sony qui vient de partager avec nous une référence pouvant nous aider à mieux appréhender la réalité des interventions. Donc, psychosocial, c'est ça? Donc, déjà, bonne lecture si vous arrivez à trouver ce document. Oui, Sony? Je remercie le Père Eddy pour son exposé. C'était très intéressant et enrichissant. Le Père Eddy a cité où la santé est perçue comme quelque chose de public. Il a cité Australie, Canada, l'Angleterre, par exemple, mais pour moi, il a omis Cuba. Oui, merci. Donc, j'aimerais savoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup, Sony. Merci pour ton intervention. Merci. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Il y a Serge qui vient d'ajouter le Rwanda.
Au Rwanda, ils ont un système de mutuelle qui est très aussi, qui est un système de mutuelle assez intéressant. Bon, il faut dire également que les systèmes économiques prédominants dans les pays déterminent également les structures sanitaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur les structures sanitaires. Les volontaires, les questions, les recommandations ou les éclaircissements, comme vous venez de le faire. Il n'y a pas de commentaires? Il n'y a pas encore de commentaires. Bon, lorsqu'il n'y a pas de questions comme ça, on a tendance à croire que le cours a été très bien présenté. Et ordinairement, c'est le cas pour le professeur Eddy. Donc, merci beaucoup, Père Eddy. De rien, Carlo, de rien. Il n'y a toujours pas de questions, ou si vous voulez quand même interagir, vous pourriez le faire à partir de notre plateforme WhatsApp. Et si vous avez également des documents liés aux différents concepts qui ont été élaborés aujourd'hui, prière de les partager avec nous, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas si Michel, Marissa, Casey, si vous avez des choses à dire, ou Letty également, Sony, Samantha, professeur Ruth Strauss, si vous avez des choses à dire. Ou sinon, Brendan. C'est Marisa ici. Ah, on peut me voir? Non, on ne peut pas me voir. Excusez-moi. OK. Père Eddy, je veux seulement vous remercier pour cette belle présentation et je crois que c'est tellement utile pour nous comme médecins, infirmières et professionnels de santé de contextualiser les maladies dans le contexte sociétal et de comprendre comment tout ce que nous pensons d'une maladie, vraiment, ça vient de la société. Et je pense que souvent, dans la médecine, on oublie ça très facilement parce que on commence à parler des maladies comme quelque chose vraiment biologique et c'est très facile d'oublier que vraiment la plupart de ce qu'on comprend d'une maladie vient de la société et pas de la biologie. Et dans le domaine médical, dans nos conférences et tout ça, je crois que cette partie est absolument perdue. Donc, merci beaucoup pour cette contextualisation. Ça fait plaisir, Marissa. Merci, Marissa. Merci beaucoup. 100% Michel, 100% d'accord. Un grand remerciement à Père Eddy. Et j'ai voulu aussi faire rappeler tous les étudiants que demain, pendant le webinaire, on sera avec Dr. Linda Ray Murray. Et je pense qu'elle va vous demander, bien sûr, de participer activement aussi, comme Père Eddy. Alors, j'espère que tout le monde vraiment passe du temps ce soir et demain matin pour lire les articles, pour préparer pour demain et regarder les vidéos parce qu'on espère avoir une discussion très active demain, aussi comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Eddy. Ça fait plaisir, Michel. Toujours. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, un grand merci à Père Eddy pour la présentation, pour la riche présentation.
Et je vous dis à demain, demain midi, 2 heures, comme ça a été le cas pour aujourd'hui. Bye bye. Bye bye, à bientôt. Bon après-midi tout le monde. Merci, Michel, à toi aussi. Merci. Bye.